Le 21 décembre 1997, le cadavre d'une jeune femme de 21 ans est retrouvé sur un terrain vague de Perpignan. Ce qui transparaît immédiatement, c'est que c'est une jeune femme qui est tombée entre les mains de monstres. La victime, Mokhtaria Chaïb, a été affreusement mutilée. Je verrais ça pour la première fois, je dirais on a affaire à un tueur en série. Ça peut pas être un passage à l'acte unique. Le 16 juin 1998, un deuxième corps est découvert dans la cité catalane. Cette jeune fille n'avait plus de tête, n'avait plus de mains. Elle avait été éventrée, elle avait les seins coupés. Le spectre d'un tueur en série plane sur l'enquête, car la police judiciaire fait un rapprochement avec une ancienne disparition, celle de Tatiana, en septembre 1995. C'est un affreux cauchemar qui commence à ce moment-là et qui dure depuis 16 ans. Mais qui est cet homme qui prend plaisir à tuer et à mutiler ses victimes? Où se cache-t-il? En février 2001, un nouveau meurtre défraie la chronique. Perpignan est pétrifié. Voilà une quatrième jeune fille qui disparaît. Tout le monde se dit, ça y est, le tueur en série a à nouveau frappé. À ce jour, aucun suspect n'a été confondu. Nos filles ne sont plus là, mais on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas de coupable, on n'a pas de procès. Justice n'a pas été rendue. Retour sur une enquête riche en rebondissements, qui 15 ans après les faits, peut encore aboutir. Nous sommes à Perpignan, là où les Pyrénées se jettent dans la Méditerranée. Il y a quelques années, cette ville du Sud a été le théâtre d'une série de meurtres particulièrement sauvages. Décembre 97, Mokhtaria Chaïb, 19 ans, est assassinée. 6 mois plus tard, Marie-Hélène Gonzalez, 22 ans, connaît le même sort. Toutes deux ont subi d'atroces mutilations à caractère sexuel. La ville tout entière redoute d'avoir affaire à un tueur en série d'une dangerosité hors norme. D'autant plus qu'une autre jeune femme, Tatiana Andujar, 17 ans, a disparu. La psychose s'empare de Perpignan, le quartier de la gare devient maudit, car c'est là que le tueur aurait rencontré ses victimes. Malgré 15 années de travail acharné, les enquêteurs de la police judiciaire de Perpignan n'ont toujours pas identifié le ou les auteurs de ces meurtres. Ces 3 affaires demeurent à ce jour non élucidées. Dimanche 21 décembre 1997. Le jour vient de se lever sur la cité catalane. Vers 8h30, un riverain de l'avenue Ningesser et Colli, juste à côté du centre-ville, fait une macabre découverte. Il prévient immédiatement les secours. Guy Herman est à l'époque le numéro 2 de la police judiciaire de Perpignan. On nous appelle au petit matin, un voisin en ouvrant les volets de sa maison, on voit dans un terrain vague en face de chez lui le corps d'une femme. Étendue, bras en croix, jambes écartées, au beau milieu du terrain vague, un peu comme exposée. La femme est morte. En faisant les premières constatations et en retournant le cadavre, les policiers sont sidérés par ce qu'ils découvrent. En 30 ans de PJ, Joe Belmont n'a jamais vu ça. Quand nous sommes arrivés, que nous avons vu l'état de ce corps, franchement, je veux vous dire, on n'a rien compris. On n'a pas compris pourquoi cet acharnement. C'était vraiment très particulier. C'était vraiment là, une boucherie. La victime, une jeune femme brune, a été poignardée et terriblement mutilée. Une grosse plaie béante au niveau du sexe, deux grosses plaies au niveau de sa poitrine. La jeune femme, complètement dénudée, s'est quasiment vidée de son sang. Le médecin légiste présent sur la scène de découverte du corps estime que la mort est intervenue aux alentours de minuit. Corinne Saboureau est journaliste à l'Indépendant de Perpignan. Elle se rend immédiatement sur les lieux. Tout de suite, je sens que c'est une grosse affaire. Au niveau policier, bien sûr, à la tête des policiers qui étaient là, parce que bon, c'est au petit matin comme ça, quand on arrive sur une découverte de ce genre, sur une telle horreur, forcément on est mal et ça se voit sur les traits et sur la physionomie. Le substitut du procureur qui était là, lui aussi également, pareil, il était effaré. Ce qui transparaît immédiatement, c'est que c'est une jeune femme
qui est tombé entre les mains d'un monstre. Les policiers se lancent à la recherche d'indices matériels. Ils ratissent le terrain, mais ils ne trouvent rien. Aucune des parties amputées du corps de la victime, aucun vêtement, aucun sac, aucun bijou pouvant lui appartenir. Ce qui surprend le plus les enquêteurs, c'est l'emplacement du terrain vague, à la hauteur du 102 de l'avenue Ningesser-Écoli, à 2 pas du centre-ville. C'est un endroit passant et bordé de maisons, une scène de crime hors du commun pour les hommes de la PJ de Perpignan. En général, une jeune fille qui est enlevée, violée, tuée, on la retrouve dans un sous-bois, vêtements déchirés, semi-enterrés ou dissimulés. Tandis que là, déjà le fait qu'elle soit complètement dénudée, c'était assez particulier. Rarement au cours d'une enquête, on a vu le meurtre d'une femme, d'une jeune fille, où le corps ait été complètement dénudé. Et puis les mutilations. Tout le monde pouvait la voir, elle était comme explosée au milieu de ce terrain vague. Exposée, destinée à être trouvée rapidement. Un autre aspect de cette scène de crime frappe les policiers. La victime a été mutilée, mais autour de son corps, il y a très peu de sang. On a dû la nettoyer, parce que cette jeune fille-là ne portait pas de coups, elle n'avait pas de coulure de sang. Bon, elle avait des traces de couteau également, d'armes blanches, elle avait des traces d'armes blanches au niveau de la poitrine, mais je veux dire que le corps était propre. En fin de matinée, le substitut du procureur identifie la victime. Il la connaît pour avoir ordonné son placement en foyer à la suite de problèmes familiaux. Elle s'appelle Mokhtaria Chaïb. Elle vient de fêter ses 19 ans. Jean-Marc, vous avez passé plus de 30 ans dans la police judiciaire et donc vous avez souvent annoncé à des parents la mort violente de leur enfant. Comment vit-on des moments comme cela? C'est un des moments les plus difficiles de notre métier. Et moi, je ne l'ai jamais fait par téléphone. On allait à deux, sonner à la porte de la famille, et puis on ne tourne pas autour du pot, il faut dire clairement les choses. Votre enfant est mort. Ça prend du temps, les gens pleurent, les questions fusent. On n'entre pas dans les détails sordides, et nous, tout ce qu'on peut leur promettre, c'est qu'on mettra tout en œuvre pour arrêter l'assassin. La scène de crime découverte par les enquêteurs de la PJ de Perpignan est atroce. J'imagine que dans des circonstances pareilles, les premières constatations doivent se faire dans un silence de plomb, non? Détrompez-vous, Arnaud. Dans ces moments-là, on a besoin de se parler. On doit mettre des mots sur les horreurs que l'on découvre. On n'est jamais seul. Sur une scène de crime, il y a du monde. Le proc, l'identité judiciaire, le légiste, les enquêteurs. La dynamique du groupe nous permet de supporter l'insoutenable. Et au petit matin, sur ce terrain vague, qu'est-ce qui a pu se dire devant le corps nu et mutilé de Mokhtaria? À mon avis, quand le cadavre a été retourné et que les enquêteurs ont découvert ces mutilations, ça a été la stupeur la plus complète. Et dans ces cas-là, on se dit « Oh merde, le salaud, c'est pas possible, ça doit être un fou furieux, un psychopathe. » Est-ce qu'immédiatement, vous pensez à l'auteur, au type capable d'avoir commis un crime si barbare? Évidemment qu'on pense à lui. Cette mise en scène, ce corps nu offert au regard, c'est une provocation à destination des flics. En déposant le cadavre sur le ventre, le tueur a ménagé son effet. Il a certainement joui à l'idée que les enquêteurs découvriraient son œuvre quand ils allaient le retourner. Est-ce qu'une telle scène de crime augure d'une enquête compliquée? C'est une affaire lourde. Les policiers savent qu'ils vont subir une pression importante de la part de leur hiérarchie, de la part du proc. Les journalistes leur tombent dessus aussi. Et puis l'opinion publique est impatiente qu'ils coffrent le coupable. Qu'est-ce que les premières constatations nous apprennent sur le déroulement du crime et sur l'auteur des faits? Il n'y a pas de sang sous la victime. C'est donc qu'elle a été tuée et mutilée ailleurs. C'est logique. Ce terrain est entouré d'habitations, le tueur n'aurait pas pris le risque de se faire repérer. Comment est-ce que le corps de Mokhtaria a été transporté sur place? À mon avis, l'auteur est venu discrètement le déposer de nuit, sûrement avec un véhicule. Il a choisi cet endroit parce qu'il savait que le corps serait découvert dès le lendemain matin. Certaines parties du corps de la victime ont été prélevées, ses seins, ses organes génitaux. Or, ils n'ont pas été retrouvés sur le terrain vague. Qu'en pensez-vous? En général, quand un tueur découpe sa victime, c'est pour se débarrasser plus facilement du cadavre. Là, ça n'a rien à voir avec ça. Le tueur a prélevé des morceaux, pas n'importe quel morceau. Les seins et le sexe, les deux symboles de la féminité. C'est un homme qui découpe pour dire quelque chose.
Mais qu'est-ce que le tueur a pu en faire? Les jeter, les garder comme trophée? Rien sur la scène de découverte du corps ne nous permet de répondre à ces questions. On peut tout envisager. Je me souviens de Issei Sagawa, ce cannibale japonais qui, après avoir mutilé sa victime, a fait cuire ses seins au milieu de petits pois. Ça glace le sang. La dépouille de Mokhtaria mutilée, cette mise en scène macabre, est-ce que ça nous renseigne sur le profil du tueur? Le tueur était un homme, c'est quasi certain. Et un homme particulièrement dangereux, un psychopathe. On n'en croise pas souvent dans nos enquêtes. Mais quand il y a de tels actes torturés de barbarie, il faut redouter le pire. C'est-à-dire? Ma conviction, c'est que c'est pas la première fois qu'il tue, et sûrement pas la dernière. Il est donc d'autant plus urgent d'identifier ce criminel. Connaît-il la victime? Fait-il partie de son entourage? Pourquoi l'a-t-il choisi? Les enquêteurs vont rapidement se plonger dans la vie de Mokhtaria, dans l'espoir de trouver une piste qui les mènera à son assassin. Les policiers commencent immédiatement leur enquête et préviennent la famille et les amis de la victime. Véronique Guillem connaissait bien la jeune fille. Elle tenait un restaurant à Collioure, où Mokhtaria avait travaillé tout l'été. Quand j'ai appris la nouvelle, mais c'était quelque chose d'inimaginable. On t'annonce qu'elle est morte, qu'elle a été tuée, qu'on a retrouvé son corps. En plus, quand on te décrit comment on l'a retrouvé, donc tu te dis, mais c'est quoi là? On est dans une série noire, c'est quoi là? On n'est pas dans un film policier. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'était incroyable. Les enquêteurs apprennent que Mokhtaria Chaïb était une jeune fille très indépendante. À l'adolescence, elle avait demandé à être placée en foyer pour s'émanciper de sa famille, avec laquelle elle avait des relations compliquées. Immédiatement entendue par la PJ, son père et ses frères sont mis hors de cause. Mokhtaria travaillait pour subvenir à ses besoins. Elle avait fait plusieurs saisons d'été à Collioure en tant que serveuse. Elle s'y était fait tout un groupe d'amis. Étudiante en deuxième année de sociologie à l'université de Perpignan, elle était toujours très souriante et avait le contact facile. Je la trouvais forte parce que après sa saison, elle était dans un foyer, les gens y avaient trouvé ce boulot, donc elle avait fait le boulot là pendant l'été. Après, elle s'était démenée pour s'inscrire à la fac et surtout se trouver un appartement. Et elle venait d'avoir justement son petit appartement à la CTU. Et elle était très contente et elle allait démarrer ses cours, quoi. Donc elle avait, voilà, et elle fonçait. C'était quelqu'un qui n'avait pas peur, quoi. Les hommes de la PJ doivent reconstituer l'emploi du temps de Mokhtaria. Où et avec qui était-elle dans la soirée du 20 décembre 1997? Le but était de savoir qui elle fréquentait, ce qu'elle avait fait la veille, puisque le corps était tout frais, donc elle avait été assassinée dans la nuit. Et nous avons pu savoir qu'elle était la veille. Elle avait passé la soirée chez un copain qui habitait juste à côté de la gare de Perpignan, et qui s'appelait Brice. Vers 22h30, Mokhtaria quitte l'appartement de Brice. Elle est fatiguée et explique à son amie qu'elle va rentrer directement se coucher à la CTU. Comme à son habitude, Mokhtaria part à pied. Les policiers tentent de retracer son parcours, pas à pas. Brice traverse des 4 Casals, une toute petite rue piétonne du quartier de la Gare. Mokhtaria a dû l'emprunter avant de déboucher dans l'avenue Charles de Gaulle, celle qui remonte vers la gare de Perpignan. Puis, pour rejoindre la cité universitaire, elle a logiquement dû tourner à gauche, dans la rue Courteline. Elle était censée rentrer chez elle, donc c'est pas très loin l'avenue de la Gare. La CTU, c'est juste une grande avenue. Bon. C'est éclairé, donc je pense qu'elle n'a pas eu peur, tout est éclairé, c'est les lumières de la ville, ça va, qu'on n'est pas dans une impasse toute noire. Donc elle devait rentrer normalement à la maison, quoi. Pour les policiers, c'est pendant ce trajet de 30 minutes que l'étudiante a croisé son ou ses agresseurs. Il n'exclut pas que la jeune fille ait cherché à faire du stop. Si elle a fait du stop, elle s'est dit, ça craint pas, tout est éclairé, pourquoi avoir peur, quoi. Donc oui, c'est une possibilité qu'elle n'ait pas eu peur de faire du stop. Et voilà, quoi, c'est vrai que c'est toujours comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle a reconnu quelqu'un, on ne sait pas, on peut se poser toutes les questions. Seule certitude, le corps de Mokhtaria a été découvert sur ce même trajet, en face du 102 avenue Ningesser et Colli,
à 10 minutes à peine de sa chambre de la Cité U. Les enquêteurs se lancent à la recherche de témoignages. Imaginez que nous avons fait la rue Courteline et les rues suivantes jusqu'à la Cité U et taper à toutes les portes, essayer de voir si quelqu'un avait entendu des cris, si quelqu'un avait pu voir quelque chose. Nous n'avons aucun indice, aucun témoignage, absolument rien. Sans témoin direct, les policiers piétinent. Ils ne peuvent faire que des suppositions. Pourtant, ils sentent qu'il y a urgence à arrêter l'homme ultra-violent qui a tué la jeune étudiante. Un tel crime n'est pas l'œuvre de quelqu'un qui fait ça sous la pulsion d'une colère, même une histoire familiale, un petit ami, enfin quelqu'un qui a une jalousie. On sentait quand même avec cette affaire l'effet d'un psychopathe. Vraisemblablement, on avait affaire à quelqu'un de particulièrement redoutable. C'est certain. C'était pour nous un prédateur. L'enquête montre que la dernière personne à avoir vu Mokhtaria vivante, c'est son ami Brice, chez qui elle a passé la soirée. Est-il le premier suspect? Forcément. Mais en ce qui concerne Brice, toutes les vérifications, les interrogatoires n'ont rien donné. Il est mis hors de cause. Les policiers ont ensuite élargi leurs recherches à tout l'entourage de la victime, toujours sans résultat. Ils ont retrouvé tous ses copains, ont entendu les membres de sa famille, ses connaissances. Ils ont brassé tout le monde. Ça n'a rien donné. Mokhtaria n'avait pas d'ennemis, pas de relation amoureuse qui aurait pu causer sa perte. Il faut envisager qu'elle ait fait une mauvaise rencontre. Les enquêteurs vont également chercher à déterminer où et à quelle heure Mokhtaria a pu croiser son assassin. Pour se mettre dans ses pas, nous avons le témoignage de Brice. Il nous apprend que Mokhtaria est parti de chez lui vers 22h30 et a décidé de rentrer à la cité universitaire à pied. Une grosse demi-heure de marche. Les deux lieux sont distants d'à peu près 3 km. On est en hiver, il fait nuit, il fait froid. Est-ce qu'elle n'a pas pu faire du stop? À ce jour, aucun témoignage n'a permis de le savoir. Aucune personne ne s'est manifestée pour dire qu'elle avait vu la victime marchant ou montant dans un véhicule cette nuit-là. Il faut parler, même des années plus tard. Chaque témoignage peut faire avancer l'enquête. Jean-Marc, 15 ans se sont écoulés depuis cette soirée. Comment penser que ceux qui avaient des choses à dire aient pu se taire si longtemps? C'est parfois difficile de parler. On peut assister à une scène en ayant le sentiment qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe, et puis tracer sa route sans se retourner. Un témoin peut alors se sentir coupable de ne pas avoir agi autrement, de ne pas avoir prêté assistance à la victime. D'autant plus que l'affaire a été très médiatisée. Le témoin, en lisant les journaux, a pu apprendre que la jolie brune croisée la veille avait été assassinée. La mauvaise conscience rend muet, mais il faut passer outre et dire ce qu'on a vu. Mais si quelqu'un a vu quelque chose, il peut aussi avoir peur. Le tueur est toujours en liberté. C'est vrai, mais le témoin peut aussi avoir peur de la police. Il peut avoir des choses à se reprocher, ne pas être blanc-bleu, quelques séjours en garde à vue, un casier judiciaire, des activités illégales. Ça pousse pas à franchir les portes d'un commissariat, et pourtant, il faut le faire. Manifestement, Mokhtaria et son meurtrier ne se connaissaient pas. Alors pourquoi a-t-elle été visée? Quelque chose a déclenché une pulsion chez l'auteur et provoqué le passage à l'acte. Il a trouvé en elle l'incarnation du fantasme qu'il nourrissait, le corps dont il voulait disposer. Ce n'est pas sa personnalité qui l'a rendu vulnérable, mais la situation. Elle marchait seule dans la ville, la nuit. Elle était une proie facile. Si rien dans la vie de Mokhtaria ne peut nous permettre de remonter jusqu'à son tueur, en revanche, sa mort, ou plutôt la façon dont elle a été tuée, peut nous révéler des informations précieuses. L'autopsie de son corps va en effet s'avérer riche d'enseignements pour les enquêteurs. Avec l'autopsie de Mokhtaria Chaïb, les policiers de Perpignan vont prendre toute la mesure du calvaire subi par la jeune femme. Elle a été frappée à la tête et poignardée à 12 reprises dans le cœur et les poumons. Fabien Aubat est médecin légiste et expert psychiatre près la cour d'appel d'Agen. Il n'a pas travaillé sur le crime de Mokhtaria, mais a accepté de nous éclairer sur cette affaire.
Les seules blessures mortelles dans ce dossier-là sont les blessures thoraciques, avec plusieurs coups de couteau dans le thorax, blessures du poumon, blessures du péricarde, blessures cardiaques. De toute évidence, c'est ça qui a entraîné la mort, et relativement vite, compte tenu des blessures et du nombre des blessures au niveau du cœur en particulier. Le légiste s'intéresse ensuite aux mutilations infligées au corps de la victime. Elle a subi l'ablation des 2 seins, de la vulve, du vagin, de l'anus et du rectum. On constate qu'elles n'ont pas provoqué d'hémorragie, ce qui prouve qu'elles ont été exécutées post-mortem. Le légiste est sidéré par ce qu'il découvre. Cette amputation de la sphère génitale ressemble trait pour trait à une opération existante, la vulvectomie totale. Le docteur Didier Callas est gynécologue obstétricien. Les vulvectomies totales servaient à traiter, de manière pas toujours très efficace, mais à traiter les cancers de la vulve, voilà, qui étaient étendus, qui s'étendaient à l'anus. C'était une intervention qui ne se pratique quasiment plus dans les pays européens ou anglo-saxons, car elle est très mutilante. Et actuellement, on a des moyens tels que la radiothérapie qui permettent de pouvoir traiter ou améliorer ce type de pathologie en étant beaucoup moins agressive pour la patiente. Abandonnée depuis les années 70, cette opération reste néanmoins enseignée en cancérologie et gynécologie. Lors de l'autopsie, le légiste précise que la technique de l'auteur est quasi chirurgicale. Cela implique qu'il aurait déjà pratiqué ou assisté à ce type d'opération. C'est exceptionnel avec cette minutie-là, et c'est encore plus exceptionnel lorsque ça porte sur des zones génitales ou ayant un caractère génital ou sexué. N'importe quel amateur aurait sans doute plongé le couteau dans l'abdomen avec des blessures profondes. Là, on voit qu'en fait, la découpe s'est faite, le sujet a récliné l'épaisseur des téguments, la peau, la graisse, et a préservé les muscles, les aponevroses, le péritoine qui n'est pas touché. Il faut une sacrée technique pour effectivement avoir cette espèce de sens de la découpe. Il est difficile de déterminer avec précision quel instrument a été utilisé pour effectuer ces mutilations. Ça peut être un couteau très affûté, ça peut être un instrument chirurgical, ça peut être tout ce qui tranche et qui coupe. Alors voilà, il y en avait plein dans les cuisines, des instruments qui tranchent et qui coupent. Ou alors un couteau japonais pour couper les sushis, ça marcherait très bien. Le niveau de précision des mutilations de Mokhtaria révèle plusieurs choses aux enquêteurs. Il a fallu au moins 1h30 à son agresseur pour les réaliser. Et elles n'ont pas pu être effectuées sur le terrain vague où a été retrouvé le corps. Ça ne peut pas être quelque chose qui se fait à même le sol, c'est impossible. Il faut obligatoirement une table surélevée, que l'opérateur puisse se mettre en face avec le périnée de la patiente en face des yeux. Ce qui nécessite quand même une installation particulière, et installation qui a dû être prévue. Alors ça peut être une camionnette, ça peut être un local aménagé, mais il faut de la place, il faut de la lumière, donc ça ne se fait pas n'importe où. Aucun des prélèvements effectués sur la victime ne permet à l'époque d'isoler une quelconque trace biologique du tueur. Nous n'avons eu aucun élément de recherche, aucun indice. Les laboratoires n'ont trouvé aucune empreinte digitale, aucune empreinte génétique. Donc nous n'avons absolument rien. Pour les policiers, la seule chose qui transparaît de ce crime, c'est une intuition. L'impression que l'auteur n'en est pas à son coup d'essai. Pour le psychiatre Fabien Aubat, c'est une évidence. Je verrais ça pour la première fois, je dirais on a affaire à un tueur en série. Ça ne peut pas être un passage à l'acte unique, cette affaire-là. Trop de choses s'y jouent dans la fantasmatique de l'auteur. Vous voyez bien, c'est pas un crime utilitaire, cette affaire-là. Selon les experts, déposer à la vue de tous une victime entièrement nue est caractéristique de quelqu'un qui fantasme et qui a ritualisé son crime. Le vêtement, ça humanise. Vous enlevez le vêtement, vous participez déjà à la fois à avilir et à déshumaniser, désubjectiver le sujet, c'est-à-dire vous le renvoyez à la crudité charnelle, mais dévitalisée, c'est de la chair dévitalisée. La chair, elle peut être palpitante, source de désir, et elle peut être dévitalisée. Chez le tueur en série, il faut que la chair soit vidée de tout désir, de tout attrait possible, de la viande de boucherie.
Ce que révèlent les constatations du légiste est épouvantable. Mais il y a une chose qui atténue l'horreur, c'est de savoir que Mokhtaria était déjà morte au moment des mutilations. Ce sont les multiples coups de couteau reçus par la victime qui sont la cause du décès. L'action criminelle se décompose en 2 temps. 1. Le meurtre à l'arme blanche. 2. Les mutilations qui, selon les experts, ont pris au moins 1h30. 1h30, c'est très long. L'auteur a certainement dû choisir un lieu dans lequel il ne risquait pas d'être vu ou dérangé. Il lui faut une logistique importante, de l'espace, de la lumière, des instruments de découpe et de quoi installer le corps pour accomplir ses mutilations. Ça exclut d'emblée une voiture, beaucoup trop exiguë. Un utilitaire, type fourgon sans vitre, me paraît beaucoup plus envisageable. Dans un 9 mètres cubes, par exemple, l'auteur peut aménager l'arrière en mini-salle d'opération et y installer de puissantes lampes sur batterie. Ça voudrait dire alors que le tueur est un chasseur qui sillonne la ville à bord de son utilitaire aménagé en chambre des horreurs. Et une fois qu'il a trouvé une victime, il passe à l'arrière pour accomplir son œuvre. Vous croyez vraiment que ça s'est passé comme ça? Pourquoi pas? C'est techniquement possible, mais c'est pas l'hypothèse que je privilégie. Dans un véhicule en stationnement, on n'est jamais à l'abri d'un contrôle de routine, d'un passant curieux. Vous excluez la voiture, vous êtes dubitatif sur l'utilisation d'un utilitaire. À quel scénario pensez-vous? Je pense qu'il faut envisager 3 lieux. Un pour l'homicide, un pour la découpe, et le 3e, là où a été déposé le corps. Les mutilations, pour être d'une précision chirurgicale, ont été réalisées dans un appartement ou une maison, un local clos. Un lieu choisi par le tueur, où il ne risquait pas d'être dérangé. Il a la maîtrise totale sur la réalisation de son acte criminel. Pensez-vous que le tueur a transporté sa victime loin du lieu de son enlèvement? Le lieu de découverte du corps de Mokhtaria est sur le chemin qu'elle empruntait habituellement pour rentrer à la Cité U. C'est sur ce parcours qu'elle aurait été enlevée. Le tueur ne s'est certainement pas beaucoup éloigné pour accomplir les sévices. Il est dans ce que les experts appellent une zone de confort. Il est à l'aise, il connaît bien les lieux. Pensez-vous qu'il habite dans ce quartier? Soit il y réside, soit il y travaille, ou bien il s'y rend régulièrement. Ce qui est sûr, c'est que c'est un homme d'une dangerosité extrême qui a été jusqu'au bout de son délire criminel. Il a accompli son œuvre telle qu'il l'avait fantasmée. Tout était prémédité. Quand on constate la dextérité avec laquelle les mutilations ont été pratiquées sur le corps de la victime, on imagine qu'elles sont l'œuvre d'un chirurgien ou d'un médecin, en tout cas d'un professionnel ayant une excellente connaissance de l'anatomie. Et justement, 1 mois après le meurtre de Mokhtaria, les policiers interpellent un médecin particulièrement suspect. Pendant près d'1 mois, tous les fichiers des délinquants sexuels de la région sont passés au crible. Tous les médecins ou étudiants en médecine qui ont eu affaire à la justice sont entendus. Mais ça ne donne rien. Jusqu'à ce qu'un policier du commissariat mette les enquêteurs sur une nouvelle piste. Notre collègue nous a dit, attends, je pense à un gars qui importunait les gens à l'université, qui lui travaillait à l'hôpital de Perpignan. Alors, quand nous avons fait des recherches sur lui, et on s'est aperçu qu'il habitait sur le circuit où nous avons découvert Mokhtaria Chaïb. Cet homme, c'est Palomino Barrios, un Péruvien de 49 ans, qui a déjà été condamné pour exercice illégal de la médecine et fraude fiscale. Il vit seul dans un petit studio sur le chemin de la cité universitaire, où habitait Mokhtaria, à 200 mètres de l'endroit où a été découvert son corps. C'est quelqu'un qui est tellement étrange qu'il en fait peur. Moi, j'apprends assez vite que c'est une personne qui a travaillé dans 18 hôpitaux de France, donc il a eu suffisamment de charisme pour se faire embaucher, pour être crédible, parce qu'il a travaillé un peu en ophtalmologie, un peu dans tous les domaines. Donc c'est quand même avec simplement une photocopie d'un certificat de chirurgien tamponné du Pérou. Des diplômes, Palomino Barrios en a plusieurs. Mais aucun ne l'autorise officiellement à exercer la médecine en France. Il parvient pourtant à se faire embaucher comme interne dans différents services. Il avait travaillé un petit peu de partout dans certains services de l'hôpital de Perpignan. Et quand on avait un cancer, il soignait avec une aspirine. C'était, vous voyez, le style d'individu. À chaque fois, ses contrats de travail ne sont pas renouvelés. C'est le cas à l'hôpital de Perpignan, où il travaillait en pédiatrie. Les policiers apprennent qu'on le soupçonne même d'avoir volé du matériel chirurgical.
Mais ils vont faire une autre découverte, encore plus intéressante. On aperçoit qu'il a un fourgon. Et ça, bien sûr, ça nous intéresse, hein, pour le transport éventuellement de la victime. Et donc, très rapidement, on décide de l'interpeller. Le 12 janvier 1998, les policiers se rendent au domicile du Péruvien pour l'arrêter. Pour la première fois depuis la découverte du corps de Mokhtaria, ils ont un suspect sérieux. Michel Benamou, avocate, avait déjà défendu Palomino Barrios dans une précédente affaire. Pour elle, l'homme est un escroc, mais pas un assassin. J'ai été extrêmement étonnée qu'on pense à lui et que l'on ait cette idée que nous avions affaire à l'ennemi public numéro 1. Moi, j'ai toujours cette image de cet homme qui est traqué, et je vois un homme seul et une escouade de policiers autour de lui, et cet homme me suppliant et me disant « Mais maître, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. » À la PJ, l'homme nie toute implication dans le meurtre de Mokhtaria. Il dit qu'il était en Espagne au moment du crime. Les policiers commencent la perquisition de son petit appartement et sont sidérés par ce qu'ils trouvent. Chez lui, c'était un dépotoir. C'était pire, c'était vraiment le dépotoir avec un grand D. Jamais j'ai vu un appartement pareil, un gars qui pouvait vivre dans une telle saleté. C'est un collectionneur de déchets, d'ordures. Il a un trousseau de 200 clés. Les policiers n'arriveront jamais à déterminer à quoi ces clés correspondent, il y en a trop. En découvrant son cadre de vie, les enquêteurs sont de plus en plus convaincus d'avoir mis la main sur le tueur de Mokhtaria Chaïb. On saisit tous les objets qui auraient pu servir, comme les couteaux, enfin tout ce que nous avons pu trouver, des scalpels. Au milieu des piles d'objets et d'ordures, la police scientifique relève de très nombreuses taches de sang. Les policiers s'intéressent ensuite à la camionnette de Palomino Barrios, garée au pied de son immeuble. Quand nous sommes allés le voir, le fourgon était nickel. Et il brillait. Les gens nous ont dit mais oui, mais le jour où vous avez retrouvé le corps, bon, le fourgon, il ruisselait encore d'eau. Il avait été nettoyé à fond par Palomino. Connaissant l'individu, c'était impossible que ce gars-là, en plus le jour de la découverte du corps, c'était impossible que ce gars-là nettoie un fourgon qui ne l'avait jamais nettoyé, jamais le vidé. Un fourgon fraîchement lavé, un faux médecin, des traces de sang. Pour les hommes de la PJ, l'étau se resserre autour du suspect. Disons que dans notre esprit, Palomino était un psychopathe idéal. Il habitait sur le trajet possible de Mokhtaria, donc c'est important. Et le fait aussi qu'il puisse manipuler des instruments chirurgicaux et qu'il connaisse bien l'anatomie quand même. C'est un homme solitaire, d'après ses voisins. Enfin, c'est un homme vraiment particulier. Et il était, je vous dis, c'est un suspect idéal. Hein. L'alibi du Péruvien est vite démonté par les policiers qui découvrent que l'homme n'était pas en Espagne, mais bien à Perpignan, le jour du meurtre. Palomino Barrios est mis en examen et immédiatement écroué pour assassinat, torture et actes de barbarie. Dans la cité catalane, tout le monde souffle. Le monstre qui a tué et mutilé Mokhtaria est enfin sous les verrous. Quand ils l'ont arrêté, pour moi, c'était justice va être faite et on a trouvé l'assassin, qu'on a trouvé la personne. Et voilà, quoi. Pour moi, c'était plausible, il y avait tout qui collait, quoi. Sans témoin ni aveu, tout repose sur les preuves matérielles. Mais lorsque les analyses des scellés prélevés chez Barrios reviennent du laboratoire, c'est la surprise générale. Aucune trace de Mokhtaria n'a été retrouvée dans l'appartement ou le fourgon du Péruvien. Le sang prélevé un peu partout était en fait du sang de poulet. Aucune preuve matérielle ne vient confondre Palomino Barrios. C'est un sentiment diffus. Tout le monde, à ce moment-là, dans l'enquête, a le sentiment qu'il y est pour quelque chose, mais impossible de... Il n'y a pas de preuve. Les moyens qui ont été mis en œuvre ont été considérables. Je veux dire que s'il y avait eu un élément, une pièce, un début d'indice, il est évident qu'il aurait été exploré parce que l'examen a été extrêmement minutieux. Mais on n'a rien trouvé.
Malgré l'absence de preuves matérielles irréfutables, Palomino Barrios demeure le suspect idéal. Sa personnalité trouble, son caractère solitaire et le fait qu'il soit médecin, tous ces éléments persuadent les enquêteurs qu'ils tiennent le tueur de Mokhtaria Chaïb. Pour éviter que Palomino Barrios ne prenne la fuite, ou pire, qu'il commette un nouveau meurtre, il est placé en détention provisoire par le juge d'instruction. Les enquêteurs espèrent réunir très vite des éléments matériels permettant de le confondre, mais un coup de théâtre survient dans l'enquête. Une nouvelle jeune femme est retrouvée à Perpignan, assassinée et mutilée. Le 26 juin 1998, 6 mois après l'assassinat de Mokhtaria, les policiers de Perpignan sont informés de la découverte d'un nouveau corps près du péage de l'autoroute A9. C'est un promeneur qui se trouve par là, qui s'avance, et il y avait un vieux tapis, il soulève le tapis pour voir ce que c'était, et là il voit le corps d'une jeune femme. Le corps est à peine dissimulé sous des détritus et quelques branches. Il est en décomposition avancée et très mutilé. Cette jeune fille n'avait plus de tête, n'avait plus de mains, elle avait été éventrée, elle avait les seins coupés. En examinant le corps, le médecin légiste constate que la victime a, elle aussi, subi d'importantes mutilations génitales. C'est un coup de massue. C'est un coup de massue parce qu'on a presque l'impression, sauf qu'il n'y a pas la tête, ni les mains, mais on a presque l'impression de revoir Mokhtaria. Ça, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais, je crois. Chaque personne qui a vu cette scène ne pourra jamais l'oublier. Là encore, la victime est entièrement nue et aucun vêtement ou sac à main n'est retrouvé à proximité. Reste à l'identifier. En consultant le registre des personnes disparues, les policiers font le rapprochement avec une jeune femme de 22 ans, Marie-Hélène Gonzalez. Sa famille a signalé sa disparition à la gendarmerie de Perpignan, 10 jours plus tôt. Les analyses ADN confirment que c'est bien elle. Marie-Hélène était grande et brune. Elle aimait sortir et faire la fête. Pour gagner de l'argent, elle était saisonnière à Argelès-sur-Mer. Il y a énormément de monde, énormément de jeunes. Bon, il faut pas être quelqu'un de trop réservé. Au contraire, il faut surtout pour travailler la saison et se faire un peu d'argent. Et elle en avait besoin. Il faut être quelqu'un de quand même plus avenant, de souriant et puis quand même de fêtard. Le jour de sa disparition, la jeune fille devait rentrer en train chez ses parents. Maître Nicolo est l'avocat de la famille de Marie-Hélène. Le jour de sa disparition, elle quitte Argelès-sur-Mer. Elle doit prendre le train à la gare d'Argelès-sur-Mer. Théoriquement, elle doit prendre le train pour arriver jusqu'à Perpignan. Et à Perpignan, elle doit faire de l'autostop pour rejoindre la ville de Toulouse, à 5 ou 6 kilomètres de là, et rejoindre sa famille. Elle n'arrive pas au domicile familial. Sa mère immédiatement prévient les gendarmes, et puis on s'aperçoit qu'effectivement, elle est introuvable. Les policiers établissent que Marie-Hélène est sortie de la gare de Perpignan vers 20 h. Elle a ensuite tourné rue Courteline pour descendre jusqu'au Café Figuière, à l'angle avec la route de Tuire. C'est-à-dire exactement le même trajet que celui emprunté par Mokhtaria Chaïb. Marie-Hélène avait prévu de faire du stop. A-t-elle croisé une connaissance? A-t-elle été embarquée de force dans une voiture? Comme pour Mokhtaria, les hommes de la PJ cherchent des témoignages dans le quartier de la gare. Ils entendent tous les riverains. Un témoin nous le dit à ce moment-là. Oui, j'ai vu cette jeune fille même monter dans un véhicule. On s'en renseigne, on recherche. En fait, le témoin se trompait de jour. Enfin, on se retrouvait, si vous voulez, face à une enquête où il n'y avait aucun témoignage et aucun élément matériel. Absolument rien. L'autopsie de Marie-Hélène va encore plus rapprocher son assassinat de celui de Mokhtaria. Après 10 jours passés dehors, son cadavre est trop dégradé pour déterminer les causes et la date de sa mort. Le légiste dénombre de très nombreuses mutilations post-mortem. Elle a été décapitée. Ses 2 mains ont été tranchées. Elle a été éventrée. Ses seins sont sectionnés. Elle a aussi subi une ablation génitale, une vulvectomie totale, comme Mokhtaria. Pour le docteur Oba, il s'agit forcément du même auteur. Ces mutilations sont une signature. La signature, elle est là, parce que là, à ce moment-là, on parle de signature. La signature, c'est tout ce qui est atteinte au corps de la victime sans que ça n'ait d'intérêt pour la mettre à mort, en quelque sorte. C'est ça. Tout ce qui est superflu. Mutiler les seins, ça, c'est du superflu. C'est ça la signature.
Stéphane Bourgoin étudie le mode de fonctionnement des tueurs en série. Il a suivi les affaires de Perpignan depuis le début. Pour lui, ce mode opératoire est inédit. Cette découpe anale et génitale est quelque chose de totalement unique puisqu'on ne retrouve pas d'autres cas en France au XXe siècle. Le fait d'emporter aussi les vêtements et les bijoux des victimes, ça rapproche totalement ces deux affaires. Ce sont des trophées qui ont été emportés par le tueur en série. Il va garder chez lui ou dans une cachette ses vêtements et ses bijoux. Et dans les périodes de temps où il ne va pas tuer, il va les ressortir de temps en temps, les manipuler et connaître une certaine forme d'excitation sexuelle en manipulant ces objets ayant appartenu à sa victime. Lors de l'autopsie de Marie-Hélène, le médecin légiste précise cependant que la technique des découpes est plus grossière, moins chirurgicale que pour Mokhtaria. Deux jeunes femmes, deux jolies brunes, deux corps mutilés abandonnés sur la voie publique. Est-ce qu'on peut affirmer qu'il s'agit du même tueur? Je ne crois pas qu'il soit possible qu'il y ait deux fous furieux dans la même zone à la même époque. Il y a trop de points communs entre ces deux meurtres. La mutilation à caractère sexuel sont les mêmes. Mais pour ce qui concerne Marie-Hélène, ces mutilations ont été effectuées d'une manière moins habile, moins chirurgicale. Et en plus, elle a les mains et la tête tranchées. Il est impossible de parfaitement reproduire le même crime. Le tueur avait peut-être moins de temps, il était peut-être plus fébrile au moment du passage à l'acte. Le fait de couper la tête et les mains est une nouvelle donne de son scénario criminel. Il pousse la réalisation de son fantasme un peu plus loin que la fois précédente. Les mains et la tête ont été retrouvées dans un sac poubelle 6 mois après la découverte du corps de Marie-Hélène. Selon vous, pourquoi s'en est-il débarrassé? Ce qui a surtout du sens, c'est qu'il a gardé le reste, les organes génitaux et les seins. À mon avis, la tête et les mains ne l'intéressaient pas plus que ça, ou alors c'était dans l'idée de retarder l'identification du corps. Pensez-vous qu'il peut s'agir d'un copieur, un copycat, comme disent les spécialistes des tueurs en série? Pour pouvoir copier, il faut en savoir long sur les détails du crime. En l'occurrence, les précisions anatomiques des mutilations de Mokhtaria ne sont pas sorties dans la presse. Le copycat ne pouvait pas connaître l'étendue des ablations subies par Mokhtaria. C'est forcément le même homme qui a commis les deux meurtres. C'est aussi ce que pensent les enquêteurs. Du coup, Palomino Barrios, suspecté du meurtre de la première jeune femme, est libéré. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que c'est lui qui a tué Mokhtaria et qu'il a demandé à un complice de tuer Marie-Hélène de la même manière? Oh là, je vois vraiment pas quel lien pourrait unir deux hommes dans un pacte aussi diabolique. Ça me paraît impensable. Pour moi, je le répète, il n'y a qu'un tueur. Du coup, pour les hommes de la PJ de Perpignan, la libération de Palomino Barrios signifie le retour au point de départ. Ils doivent identifier le tueur. Un homme qui maîtrise l'art de la découpe. Et ça ne s'improvise pas. Les professions envisagées, chirurgien ou médecin, permettent d'acquérir ces compétences. Mais attention, il ne faut pas restreindre la liste des suspects potentiels à des personnes exerçant ces métiers. Vous pensez vraiment que n'importe qui peut acquérir de telles connaissances anatomiques et parvenir à cette précision du geste? Un homme mu par des pulsions criminelles perverses peut se donner les moyens d'apprendre. Il a pu se former dans des livres, grâce à des vidéos, ou même se faire la main sur des animaux. Mais comment les policiers peuvent-ils relancer leur enquête? Quand on n'a rien, vraiment que dalle, on cherche à faire des rapprochements avec d'autres affaires, dans l'espoir d'y trouver un indice, un fil qui nous mènera à l'auteur de tous les crimes. Et dans les annales de la PJ de Perpignan, une affaire de disparition va tout particulièrement retenir l'attention des enquêteurs. Mokhtaria, Marie-Hélène, deux jeunes filles brunes qui rentraient chez elles à pied et qui disparaissent en fin de journée dans le quartier de la Gare. Les policiers ne tardent pas à faire le rapprochement avec une ancienne affaire non élucidée. L'affaire Tatiana Andujar, une jeune fille de 17 ans, disparue le dimanche 24 septembre 1995, alors qu'elle rentrait d'un week-end passé chez des amis. Marie-Josée Garcia est la mère de Tatiana. On a eu Tatiana samedi au téléphone, et puis dimanche, pour nous dire qu'elle allait rentrer dans l'après-midi, certes peut-être dans la soirée, peut-être qu'il sera un peu tard, mais qu'on ne s'inquiète pas, qu'elle allait nous téléphoner en cas de difficulté pour revenir jusqu'à la maison, puisque nous habitions à une quinzaine de kilomètres de Perpignan à l'époque.
Dimanche après-midi, Tatiana rentre de Toulouse en train. Plusieurs témoins la voient à son arrivée à la gare de Perpignan. Tatiana, on la voit. On la voit dans le hall, on la voit dire au revoir. Un nouveau petit copain militaire. Et après, elle part. La jeune femme descend alors l'avenue de la gare et tourne à droite rue Courteline. Elle a dit à ses parents qu'elle ferait du stop devant le café Figuère, route de Thuir, pour rejoindre le domicile familial. Son itinéraire recoupe ceux de Mokhtaria et de Marie-Hélène. Mais entre la gare et le café Figuère, Tatiana s'est volatilisée. Et au café Figuère, le problème c'est que personne ne l'a vue. Il était ouvert à cette heure-là et personne n'a jamais vu Tatiana. Ce soir-là, Tatiana ne rentre pas chez ses parents. Là, je savais que c'était grave. Je savais que c'était très grave à ce moment-là parce que Tatiana ne serait pas partie sans nous dire quelque chose. Tatiana ne serait pas partie comme ça, elle n'aurait pas fugué. Tatiana, c'était pas une jeune fille qui fuguait. Tatiana était sincère et je savais que c'était grave. Les parents de la jeune fille préviennent la gendarmerie. Les gendarmes se rendent compte aussi que la disparition est inquiétante. Donc, avis de recherche, une battue, donc a été organisée aussi entre la gare de Perpignan et notre domicile de l'époque pour voir si on ne retrouvait pas un corps. Et voilà, l'enquête est déclenchée. C'est les juges, vous ne savez pas ce qui vous arrive. C'est un affreux cauchemar qui commence à ce moment-là et qui dure depuis 16 ans. Après un an de recherche, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu. L'enquête est close. Pour lui, Tatiana a fugué. Elle finira par réapparaître. Mais quand le dossier est ressorti 2 ans plus tard, après les meurtres de Mokhtaria et de Marie-Hélène, les policiers de la PJ ne croient plus du tout à l'hypothèse de la fugue. Elle était à Toulouse. Si elle avait voulu fuguer, elle restait à Toulouse. C'était inutile de reprendre le train et revenir sur Perpignan. Ensuite, elle allait avoir 18 ans dans quelques mois. Donc, bon, elle était majeure dans quelques mois. Et puis, les gens qui l'ont quittée à la gare disaient tous qu'elle avait une attitude tout à fait normale, une jeune fille qui rentre chez elle. Pas d'une jeune fille qui s'en va pour fuguer. Donc, ça nous avait perturbé. Donc sa disparition était quand même plus qu'inquiétante. Dans l'affaire de la disparition de Tatiana, une nouvelle information pour enlèvement et séquestration est ouverte. Les dossiers d'instruction de Marie-Hélène, Mokhtaria et Tatiana sont joints. J'aurais tellement préféré que l'enquête de Tatiana reste ouverte, sans qu'il y ait d'autres victimes. Jean-Marc, pourquoi la disparition de Tatiana est-elle rapprochée des meurtres de Mokhtaria et de Marie-Hélène? Tout d'abord, quand on compare les photos des 2 victimes avec celles de Tatiana, les ressemblances physiques sautent aux yeux. Elles ont sensiblement le même âge et la même allure. Et puis encore une fois, on retrouve le quartier de la gare et la rue Courteline. Tatiana a disparu, son corps n'a jamais été retrouvé. On sait que la jeune fille traversait une période un peu difficile et que les relations avec sa famille étaient un peu tendues. Qu'est-ce qui nous dit que sa disparition n'est pas une simple fugue? À 17 ans, on peut se tirer 15 jours, 1 mois. Mais au bout d'un moment, on a besoin de sous et on revient toujours au bercail. Et là, au moment de la mort de Marie-Hélène, ça fait plus de 3 ans qu'elle a disparu. Vous pensez que l'on n'a aucune chance de retrouver Tatiana vivante? Avec tout le battage médiatique qui a suivi le rapprochement des 3 affaires, avec sa photo qui a fait la une des journaux, elle se serait forcément manifestée ou elle aurait été reconnue. Ce silence laisse envisager le pire. Mais comment se fait-il que l'on n'ait jamais retrouvé son corps? Vous savez, c'est pas si compliqué que ça de se débarrasser d'un corps, surtout dans un coin comme Perpignan. On a la mer à portée de main, la montagne et la campagne. Et puis surtout, on est à 30 minutes de route de la frontière espagnole. Et il n'y a rien de mieux pour brouiller les pistes que d'aller enterrer un cadavre à l'étranger. Parce que selon vous, si la police espagnole avait retrouvé le corps de Tatiana, elle n'aurait pas pu l'identifier? À cette époque, les échanges entre polices européennes n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Il n'y avait pas de fichiers partagés. 2 effroyables meurtres de jeunes femmes, peut-être 3.
La peur envahit Perpignan, le spectre d'un tueur en série hante la ville. En quelques mois, après la découverte du corps de Marie-Hélène González, c'est une véritable psychose qui s'installe à Perpignan. Tout le monde le voit partout, toutes les jeunes filles brunes, un peu sportives, aux yeux un peu marron, châtains, ne fréquentent plus la gare, même les blondes d'ailleurs. Plus personne ne va à la gare tout seul. Les gens ne vivent pas retranchés pour autant, mais les gens ont peur, ont véritablement peur. 2, peut-être 3 victimes. Toutes les 3 sont jeunes, grandes et jolies. Perpignan serait le terrain de chasse d'un tueur en série, et une rumeur folle se propage. Perpignan acquiert une notoriété mondiale à cause de Dali et de la gare de Perpignan. Certains font le rapprochement entre le fait que Perpignan ait été considéré par Dali comme le centre du monde, certains tableaux de Dali dans lesquels on voit des femmes qui sont dépecées ou en tout cas mutilées, et puis les crimes de Perpignan. Alors on dit, bon, il y a quelqu'un qui peut-être s'étant inspiré de Dali, commet des crimes à Perpignan. Concrètement, le rapprochement avec le peintre surréaliste n'apporte rien à l'enquête. Mais les télés et les journaux du monde entier continuent d'affluer à Perpignan pour raconter l'histoire du tueur de la gare. C'est la forme moderne du diable, en fait. Hein. C'est la forme moderne du diable, le tueur en série. Donc il s'expose comme tel. Regardez, moi je peux faire des choses que vous ne faites pas. Et on sait que le diable le ricane toujours, hein, parce qu'il prend du plaisir à ce qu'il fait. Un terrible sentiment d'impuissance s'abat sur la PJ. On avait toujours cette peur au ventre qu'une nouvelle victime nous arrive. Vous savez, quand tous les matins, vous avez la mère de Marie-Hélène qui vous attend au bureau pour vous demander si vous avez quelque chose de nouveau, ça vous met naturellement une pression. Dans cette course contre le tueur en série, les policiers ne négligent rien. Toutes les pistes sont exploitées. Les policiers cherchent dans l'entourage des victimes, cherchent dans les familles des victimes, cherchent dans les gens qui habitent à proximité de la gare. Il y a même de véritables descentes de police qui amènent à l'interpellation de détraqués sexuels. Ils font des opérations coups de poing à la gare, ils y passent des nuits, ils contrôlent des milliers d'automobilistes, de riverains. Ils interpellent plusieurs suspects, il y a des interrogatoires de 48 heures qui sont menés, qui ne débouchent sur rien. Tous les recoupements possibles avec des affaires où les victimes ont été mutilées sont faits à travers l'Europe. Je peux dire que vraiment nous avons fait un maximum. S'il fallait aller en Suisse, nous sommes allés en Suisse. Il fallait aller en Italie, nous sommes allés en Italie. Ce qui angoisse le plus les enquêteurs, c'est quand est-ce qu'il va refrapper? Où et quand? À la fin des années 90, l'actualité est pleine d'affaires de serial killers. Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, Francis Holm, le routard du crime, Patrice Allègre, le tueur toulousain. Et donc à Perpignan, on est persuadé d'abriter un nouveau tueur en série. Pendant longtemps, on a dit chez nous, il n'y a pas de tueur en série. On pensait que c'était un truc d'Américain. C'était bien vite oublié Landru et le docteur Petiot. Tatiana, Mokhtaria, Marie-Hélène, 3 victimes. Est-ce qu'il vous paraît justifié d'évoquer un tueur en série à Perpignan? Effectivement, un tueur réitérant est considéré comme tueur en série à partir de 3 victimes. Si on accepte que Tatiana est à inscrire à son palmarès, alors oui, on aurait affaire à un tueur en série. Le corps de Tatiana n'a jamais été retrouvé, alors que dans les 2 autres crimes, les corps étaient mis en scène par provocation. Cette différence ne vous paraît-elle pas contredire l'idée d'un tueur unique dans ces 3 affaires? Les experts sont unanimes. Pour parvenir à un tel niveau de perfection dans l'acte criminel et dans les mutilations, c'est forcément que Mokhtaria n'est pas la première victime. Le tueur s'est fait la main avant. Mokhtaria serait son chef-d'œuvre et Tatiana serait un brouillon qu'il aurait préféré cacher. Jean-Marc, vous parlez de chef-d'œuvre alors qu'il s'agit de crimes abjects. Peut-on penser que le tueur est fier de ce qu'il a réalisé? J'ai enquêté dans les années 80 sur une série de 19 meurtres de vieilles dames à Paris. L'auteur, Thierry Paulin, a été arrêté et j'ai eu à l'interroger. Ce qui m'a terrifié, c'est qu'il parlait de ses crimes avec indifférence, voire plaisir et fierté. Il n'avait pas le sentiment de s'être attaqué à des êtres humains, mais à des choses dont il pouvait disposer. Comment se fait-il que les enquêtes soient si longues dans les affaires de crimes en série?
Parce qu'en général, il n'existe aucun lien entre le tueur en série et ses victimes. Elles sont choisies au hasard, juste parce qu'elles correspondent au fantasme du tueur. Guy Georges raconte ça très clairement. Il s'asseyait à la terrasse d'un café, regardait les filles passer et d'un seul coup avait un flash. C'était la bonne à ses yeux et il passait à l'action. Mais dans leur vie quotidienne, on imagine que ces prédateurs ont du mal à cacher leur perversion criminelle. Est-il possible que rien dans leur attitude ne les trahisse auprès de leur entourage? C'est toujours très compliqué de dénoncer un proche ou de comprendre qu'il est dans une telle entreprise criminelle. En plus, ces tueurs peuvent continuer à fonctionner complètement normalement, aller travailler, voir leurs proches, passer du temps avec leur famille. En l'absence de témoignages, les enquêteurs vont se concentrer sur l'élément qui caractérise les crimes de Perpignan, les mutilations corporelles. Ils élargissent leur champ d'investigation à toute la France pour vérifier si leur découpeur n'a pas sévi ailleurs. Et à Lyon, un crime sanglant les intéresse tout particulièrement. Les faits remontent au 25 mai 2000. Ils se sont déroulés rue Ney, dans un quartier bourgeois de la ville de Lyon. Esteban Reg, un Espagnol de 46 ans, est surpris en pleine nuit par un voisin de palier dans la cage d'escalier de son immeuble. Il est en train de nettoyer d'énormes traces de sang. Maître Cipriani, son avocate, se souvient de son arrestation. Esteban Reg va être interpellé, toujours la serpillière à la main ou quasiment. Les policiers vont faire une funeste découverte, puisque dans les poubelles, ils découvriront des sacs poubelles, l'un de ces sacs poubelles contenant une tête humaine. Dans d'autres sacs poubelles, les policiers trouvent un morceau de bras, une jambe et un tronc. Ils trouveront par la suite dans l'appartement, puisqu'ils vont perquisitionner, les parties génitales d'un homme. Esteban Reg reconnaît les faits. Il vient d'égorger l'homme qui l'hébergeait. Il l'a ensuite émasculé et découpé en morceaux. Pour expliquer son geste, il raconte que son ami lui avait fait des avances et que ça l'a rendu foudrage. Des mutilations sexuelles, un corps découpé. Pour les hommes de la PJ de Perpignan, Reg est un suspect intéressant. Ils enquêtent sur lui et entendent sa femme. Ils apprennent que l'Espagnol habitait à Perpignan avant de s'installer à Lyon. On sait qu'il est chez nous de décembre 97 jusqu'à septembre 98, c'est-à-dire deux mois après la découverte du corps de Marie-Hélène González. Donc, ce qui fait que nous avons 2 personnes qui sont mortes dans le département, et lui était présent à cette époque-là. Les policiers découvrent que Reg travaillait dans une carrosserie à Argelès-sur-Mer, la petite ville où travaillait Marie-Hélène quand elle a été tuée. Ils apprennent aussi que l'Espagnol a fait des petits boulots de manutention dans le quartier de la gare de Perpignan. C'est un gars qui fréquente le Café Figueres, qui est tout le temps à la gare de Perpignan, durant 7-8 mois qu'il est en France. Il prend tout le temps le train. Donc il est tout le temps dans les gares. Laure Moissé est journaliste à l'Indépendant. Elle a enquêté en Espagne sur les traces de ce nouveau suspect. Là, on découvre un personnage complètement dingue. Enfin, c'est très inquiétant, très troublant. Et sa femme nous témoigne aussi qu'il a un couteau tout le temps sur lui, qu'une nuit, il est rentré dans la maison avec une chèvre qu'il a découpée dans la cuisine, comme ça, en pleine nuit, sur le sol de la cuisine. C'est quelqu'un qui manie le couteau, qui le dit. Voilà. Et qui est violent, extrêmement violent. À Perpignan, le responsable d'un centre d'accueil où il a vécu plusieurs mois se souvient bien de lui. Ce religieux, en fait, qui est responsable du foyer où était accueilli Esteban Reg, nous dit, à la fois très attachant, mais troublant. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez Esteban Reg. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y avait une fêlure. Il y avait quelque chose qui n'était pas réglé, notamment dans son rapport avec les femmes. Les enquêteurs décident d'aller entendre Esteban Reg, incarcéré à Lyon. Il panique parce qu'il se dit innocent de ce qu'on peut l'accuser en ce qui concerne cette affaire de Perpignan. Il me le dit, je n'ai rien à voir avec cette affaire, il me le dit fermement. Il se dit étranger à cette affaire-là. Les hommes de la PJ de Perpignan débutent leur interrogatoire. Il fait pas peur. On n'a pas devant nous un ogre. On n'a pas devant nous un gars avec une milieu patibulaire. Mais au fil de l'audition, Reg se transforme.
On dirait le docteur J.K. Messaille parce qu'il était tout à fait normal pendant des heures et des heures. Il raconte tout ce qu'il a fait à Perpignan et tout. Et d'un côté, et d'un coup, il vous bondit sur la table, il vous monte sur la table, il regarde à la fenêtre dehors en faisant le loup. On se demande dans quel film on joue. Et si ce gars-là ne le fait pas exprès, ou c'est vraiment, il est malade. Esteban Reg nie toute implication dans les meurtres de Moctaria et de Marie-Hélène et dans la disparition de Tatiana. Une fois encore, les policiers n'ont qu'une intuition, un faisceau de présomption, mais aucune preuve. Esteban Reg, personnage ultra-violent, est un suspect solide pour les enquêteurs de Perpignan. Pendant son interrogatoire, il leur confie « J'ai le diable qui est en moi ». Et il ajoute « J'aime bien aller dans les gares quand il y a de jolies filles et que je peux faire connaissance avec elles ». Pour l'instant, les investigations ne permettent pas d'établir un lien entre cet homme et Moctaria, Marie-Hélène ou Tatiana. Mais en février 2001, alors que l'Espagnol était en détention provisoire pour le meurtre de son colocataire, une autre jeune femme disparaît à Perpignan. Brune et séduisante, Fatima s'est volatilisée aux abords de la gare. Le cauchemar recommence. Le soir du 10 février 2001, Fatima Hidraou, 21 ans, ne rentre pas chez elle. Elle est belle, grande et brune. Sa famille prévient immédiatement le commissariat. La PJ est saisie dans la foulée. Imaginez dans quel état nous nous trouvions, l'émoi de la famille, parce que qui a tout de suite pensé aux autres affaires. Les policiers reconstituent son emploi du temps. Pour payer ses études de langue, Fatima est caissière dans une grande surface d'électroménager, route d'Espagne. Le 10 février, elle a quitté le magasin à 20h pour rentrer directement chez ses parents. C'est le soir, elle sort de son lieu de travail, qui est à côté de la cité universitaire où logeait Moctaria. Elle sort de son travail et tout naturellement pour rentrer chez elle à pied, elle emprunte le même axe. Elle passe devant l'endroit où avait été trouvée Moctaria et elle disparaît. Pour rejoindre la cité ensoleillée où habite sa famille, Fatima remonte l'avenue Ningesser-Écoli. Plusieurs témoins la voient marcher. Elle doit ensuite tourner à gauche, avenue Julien Panchaud. Un trajet d'une vingtaine de minutes sur lequel elle se volatilise. À Perpignan, cette nouvelle disparition fait la une de tous les journaux. Tout le monde se retrouve un peu groggy, parce que c'est quand même, si on compte Tatiana, c'est quand même la 4e maintenant. Perpignan est pétrifié. Voilà une 4e jeune fille qui disparaît. Tout le monde se dit, ça y est, le tueur en série a à nouveau frappé. Une fois encore, comme pour Moctaria, comme pour Marie-Hélène, comme pour Tatiana, personne n'a rien remarqué de particulier. 10 jours plus tard, des lycéens découvrent une fiche de paye de Fatima Hidraou sur un parking, pas très loin du domicile de la disparue. Ils préviennent la PJ. Les policiers entendent le directeur du magasin devant lequel le papier a été retrouvé. Il se souvient d'un incident survenu le 10 février, vers 20h30. Il avait vu un véhicule garé avec des gens à l'intérieur, une agitation. Il avait vu une portière s'ouvrir, un pied de femme. Il avait pensé que c'était des amoureux qui se disputaient. Craignant un cambriolage, le directeur du magasin note par précaution la plaque d'immatriculation du véhicule. Les policiers vérifient. Elle est au nom d'un certain Marc Delpech, un individu qui apparaît dans l'entourage de Fatima. Marc Delpech, nous avions dans notre listing concernant Fatima Hidraou une personne qu'on devait entendre comme des dizaines et des centaines d'autres personnes parce qu'il apparaissait sur Internet et il adressait des emails. Il adressait plutôt des emails de blagues, des trucs comme ça. Donc il y avait un lien. Marc Delpech a 33 ans. Il tient le San Diego, un bar fréquenté par des étudiants. Ce père de famille n'a pas d'antécédents judiciaires. Les policiers décident néanmoins de l'interpeller. Au moment de notre intervention, Marc Delpech a tout de suite compris pourquoi nous étions là. Et quand nous lui avons demandé où se trouvait Fatima, c'est là qu'il nous dit « Je l'ai tué, je l'ai jeté en mer, au cap Béard, qui est un cap non loin de Perpignan. » Maître Bernard est l'avocat de Marc Delpech. Il se souvient des réponses de son client. Il va expliquer qu'il a une relation, mais une relation platonique. Il va dire qu'il n'a jamais eu une relation sexuelle avec elle, qu'il est amoureux d'elle
qu'elle est aussi amoureuse de lui, mais qu'elle ne supporte pas qu'il soit marié. Delpech raconte aux policiers que ce soir-là, Fatima l'aurait menacé de tout dire à sa femme. Dans un coup de folie, il l'a étranglé. Et puis, il est allé donc au Cap Béar confier le corps à la mer. Il nous décrit comment il a pu faire. Ensuite, au bord de l'eau, il met ses palmes et là, il prend le corps avec lui, il nage. Il ajoute qu'il s'est éloigné du bord suffisamment, parce qu'il connaît les courants, pour que le courant emporte le corps et ne vienne pas le rejeter sur le rivage. Il dit même qu'il a eu du mal à revenir à terre. Premier interrogatoire, donc première déclaration, on le croit. Delpech a tué par dépit amoureux. C'est un crime passionnel. Rien à voir avec le tueur en série de la gare. Mais lorsque les policiers perquisitionnent sa maison, ils sont très surpris par ce qu'ils découvrent. Ils tombent sur une étrange documentation. Marc Delpech a découpé et collectionné des dizaines d'articles consacrés à Marie-Hélène, Mokhtaria et Tatiana. Plus étrange encore, dans son ordinateur, il trouve le roman qu'il est en train d'écrire. Son héros s'appelle Jack. C'est un tueur en série. Et le premier chapitre est intitulé Tatiana. Il a commencé donc à vouloir faire un roman où Delpech était dans la peau de Jacques l'Éventreur. Et son début de roman, il dit qu'il est à la gare de Perpignan, qu'il est dans sa voiture, qu'il prend la rue Courteline et qu'il rencontre une jeune fille qui s'appelle Tatiana. Il décrit une jeune fille avec les cheveux longs, vêtue toute de noir, comme l'était ma fille au moment de sa disparition. Comment la décrivait-il aussi bien, sans la connaître, qu'à travers des avis de recherche? Sur les avis de recherche, on ne peut pas décrire la corpulence de ma fille, on ne peut pas décrire la démarche de ma fille si on ne l'a pas connue. Marc Delpech l'a décrit comme s'il la voyait. Pour les enquêteurs, cette ébauche de roman est extrêmement troublante. Et un point qui m'a particulièrement frappé, c'est que dans ces quelques lignes, il dit « Je regarde devant, pas de témoin. Je regarde dans le rétroviseur, personne. Je m'arrête à la hauteur de la jeune fille. » Quelque part, si Tatiana a été enlevée, c'est à mon avis, c'est de cette façon dont ça s'est passé, qui pourrait expliquer qu'on ne trouve aucun témoignage. Ça montre la prudence de l'homme. Mais pour son avocat, ce manuscrit ne prouve rien. Marc Delpech est avant tout un passionné de faits divers. Si vous avez lu ses écrits, vous avez aussi noté, et la police l'a noté, que ces écrits, il ne les a pas inventés. C'est-à-dire qu'il s'est inspiré de tous les articles de presse qui sont parus, il les a découpés, il les a lus, et il a repris tous ces éléments. Même si Marc Delpech nie toute implication, il devient après cette perquisition le suspect numéro 1 dans les affaires du quartier de la gare. Ce gars-là est bon, Alors c'est pour ça que nous avons continué donc à travailler donc, sur lui, sur son entourage. On s'est aperçu effectivement qu'il était issu d'une famille de médecins. Qui dit médecin dit scalpel, donc il aurait pu avoir du matériel médical de son père. On est très nombreux à ce moment-là à se dire, voilà, Marc Delpech, c'est le tueur en série. Marc Delpech, c'est pas simplement Fatima Hidraoui. L'enquête révèle comment Delpech a pu entrer en contact avec toutes les victimes. Marc Delpech est connu des jeunes, même si c'est un caractère enfermé, il tient bas. Donc c'était doublement intéressant de savoir qu'à la fois il pouvait être connu des victimes et il avait très bien pu les aborder et ces victimes auraient très bien pu monter en stop dans son véhicule. Pour l'heure, aucune preuve matérielle ne permet de relier Marc Delpech au meurtre de Mokhtaria et de Marie-Hélène. Et le corps de Fatima n'a toujours pas été retrouvé. Le 13 mars 2001, un jogger découvre le cadavre d'une femme dans l'étang de Canet-en-Roussillon, à quelques kilomètres de Perpignan. Ce n'est pourtant pas là que Delpech a prétendu s'être débarrassé du corps de sa victime. On est arrivé, il y avait les gendarmes et les pompiers sur place, puis la PJ qui est arrivée et le légiste. Puis bon, il a fallu la sortir avec beaucoup de délicatesse, parce que le corps avait quand même resté immergé un certain temps, et pour qu'il ne se décompose pas. Et bon, il s'est avéré tout de suite que c'était Fatima Hidraoui.
Elle est complètement nue. Ses bijoux lui ont été enlevés. Mais lorsque le légiste fait ses constatations, c'est l'étonnement général. Elle a été étranglée et n'a pas subi la moindre mutilation. Quand le corps a été découvert sur l'étang de Canet, et que nous avons vu qu'il n'y avait aucune ablation corporelle, absolument aucune, ben là nous nous sommes posé des questions, en disant c'est peut-être une affaire qui n'a absolument rien à voir avec Marie-Hélène et Mokhtaria. Devant le magistrat instructeur, Marc Delpech ne reconnaît que le meurtre de Fatima. Pourtant, dans sa cellule, il confie à son codétenu être hanté par le souvenir de 3 femmes. Qui sont-elles? Pour la mère de Tatiana, sa fille est sûrement l'une d'elles. Tout à fait par hasard, un jour, en faisant du rangement à la maison et en rangeant les affaires à Tatiana, on découvre une affiche du San Diego. Donc j'ai un mouvement, j'ai un instant de paralysie, tout mon corps se glace et je me dis je me trompe, c'est pas le même. Je demande au père à Tatiana, donc comment s'appelle le café où travaille Marc Delpech? Il me dit le San Diego, pourquoi? Et là, je suis paralysée. Pour la première fois depuis tant d'années, je me dis, Tatiana, Marc Delpech, voilà, leurs chemins se sont croisés, il a tué Fatima, il a fait disparaître Tatiana aussi. Je pense qu'il a croisé le chemin de ma fille, je pense que c'est ma fille qui l'a jetée au Cap Béar. Je pense que tout ce qu'il a dit, il avait effectivement vécu auparavant, et certainement, ça peut être le corps de ma fille. Nous sommes au bord des étangs de Canet-en-Roussillon, à proximité du lieu où a été découvert le corps de Fatima. Jean-Marc, que pensez-vous du profil de Marc Delpech mis en cause dans le meurtre de la jeune femme? Le plus troublant, c'est sa collection d'articles sur les affaires de Perpignan. Et le premier chapitre de son polar dont le titre est Tatiana. Ça sent bon pour les enquêteurs. Pour le meurtre de Fatima, il avoue. En revanche, il refuse d'endosser le crime de Tatiana. Pourtant, les policiers ont de sérieux soupçons. Il y a ce flyer annonçant la soirée au San Diego retrouvée dans les affaires de Tatiana. Mais surtout, il y a les confidences qu'il a faites à son codétenu. Concrètement, comment faut-il interpréter ce style de témoignage? Ça arrive que des prisonniers aient des révélations à faire, ils se rapprochent des gardiens, et si ça a l'air de tenir la route, ils sont extraits, entendus. Mais les flics restent toujours très prudents et n'oublient jamais qu'en prison, toutes les relations sont pourries et que les mecs sont toujours prêts à se balancer, à s'entretuer. Mais quel intérêt les prisonniers ont-ils à dénoncer leur codétenu? Tout se monnaie en prison. Dans ce cas-là, pour ceux qui bavent devant le juge, la monnaie d'échange, c'est la remise de peine. On raccourcit un peu le temps d'incarcération si les infos valent le coup. Delpech a dit être poursuivi par le souvenir de 3 filles. On pense forcément à Tatiana, Mokhtaria et Marie-Hélène. Si c'est lui qui a tué toutes ces jeunes femmes, pourquoi n'avoue-t-il pas alors qu'il a déjà avoué pour Fatima? Il les a peut-être pas tués. Il a pu s'inventer des histoires entre les 4 murs de sa cellule pour se faire mousser auprès de ses codétenus. Le risque pour les enquêteurs dans ce type d'affaires, c'est de construire des séries inexactes et de vouloir coller tous les crimes non élucidés au même client. À ce moment de l'enquête, il convient de faire le point sur tous les éléments des différents dossiers. Il faut se pencher sur les profils des victimes et les modes opératoires, mettre en relief les points communs et les points de discordance, dans le but de voir plus clair dans cette série de meurtres. À Perpignan, l'ombre du tueur plane toujours sur le quartier de la Gare. Un tueur particulièrement froid et sûr de lui, qui n'hésite pas à frapper en plein centre-ville. Il ne tue pas ses victimes sur place et s'est montré très précautionneux pour effectuer les mutilations. Il agit en toute discrétion. Pour les spécialistes, c'est assez caractéristique. Dans cette affaire-là, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un tueur, sans doute en série, organisé, psychopathe, pervers, bien inséré sur le plan social, qui travaille, qui n'a pas d'antécédents psychiatriques. Ces agressions ont toutes lieu dans la même zone, un triangle qui part de la gare vers le sud de Perpignan. Son terrain de chasse, c'est son espace privilégié d'exercice, parce qu'il y a ses repères, et puis peut-être qu'il a envie de montrer que c'est son espace à lui, qu'il le maîtrise, qu'il le possède pleinement et qu'il agira quand il voudra
quand bon lui semblera. On peut penser que c'est quelqu'un qui connaît fort bien les lieux, qui les fréquente habituellement, donc qui a peut-être été un client fréquent des différents bistrots situés sur le rond-point de la gare ou dans l'avenue qui descend vers le centre-ville. Sur son terrain de chasse, le tueur est en confiance. Il est à l'aise pour appâter ses victimes. C'est quelqu'un qui forcément est un charmeur, est un manipulateur, sait endormir la confiance parce que c'est quand même des jeunes femmes jeunes, jolies, donc qui savent qu'elles vont peut-être attirer l'attention d'hommes, qui savent que les alentours de la gare de Perpignan sont assez déserts, donc qui doivent quand même malgré tout se méfier si elles sont abordées par un inconnu. Le choix de victime n'est pas anodin. Le tueur en série ne frappe pas au hasard des rencontres. Il ne tue que des femmes, et toutes répondent à des critères précis. Mokhtaria, Marie-Hélène et Tatiana. Toutes trois sont jeunes, belles, minces et brunes aux cheveux longs. Là aussi, ça répond à une haine ciblée sur un type particulier de personnage. On connaît dans l'histoire des tueurs en série qui ont commencé leur série criminelle après avoir été éconduits par une fiancée qui ne voulait pas de lui. On a là une espèce de vision presque transparente de ce qui habite la problématique imaginaire du tueur en série, c'est-à-dire toutes des putes. Les femmes sont toutes des putes et elles méritent d'être punies là où elles ont péché. Et ce qui est effrayant chez la pute, c'est sa liberté dans son désir sexuel et dans la potentialité à mettre son corps en mouvement pour exercer son activité sexuelle. C'est ça qui menace le tueur en série. Donc il va neutraliser tout ça. Les mises en scène macabres sur les scènes de découverte des corps sont aussi riches d'enseignements. Le fait de positionner comme ça les victimes de manière dégradante, c'est de montrer à la face du monde et à la société, de dire regardez, je me suis débarrassé de ces objets, je les ai totalement dépersonnalisés, c'est des immondices, moi je suis tout puissant, je décide de la vie ou de la mort de la victime, j'en fais ce que je veux et je vous emmerde. À travers ses actes, le tueur nous parle et nargue les enquêteurs. Mais il est très difficile de le confondre, car il peut ne présenter aucun signe extérieur de psychopathie. C'est tout à fait compatible avec un mode de vie à la fois professionnel, social, conjugal, parfaitement acceptable. Il peut ressembler à monsieur tout le monde, mais c'est probablement le cas. Septembre 2002, Esteban Reg, le découpeur de Lyon, se suicide dans sa cellule de la prison de Villefranche-sur-Saône. Il ne répondra donc jamais devant la justice du crime de son colocataire. Cependant, pour les policiers de Perpignan, il demeure un suspect très intéressant dans les meurtres de Mokhtaria et de Marie-Hélène. Quant à Marc Delpech, il est condamné le 18 juin 2004 à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Perpignan pour l'enlèvement, le viol et le meurtre de Fatima Idraoui. La peine est confirmée en appel le 1er juillet 2005. À ce jour, il n'a jamais été poursuivi pour les autres meurtres de Perpignan, dont il est toujours présumé innocent. Mais dans cette enquête en cours, une carte reste à jouer. La PJ fonde tous ses espoirs sur un scellé qui va peut-être finir par parler. En 2009, la juge d'instruction en charge des dossiers de Mokhtaria, Marie-Hélène et Tatiana, décide de recentrer l'enquête sur les éléments matériels. À ses yeux, le seul moyen d'aboutir est de trouver une ou des preuves concrètes. Elle décide donc de faire réexaminer tous les scellés. La clé est dans les scellés. Elle est forcément là. Elle est là dans ces cartons, dans ces scellés. Le ou les tueurs n'ont pas pu commettre des crimes parfaits. Dans ces scellés, il y a des prélèvements effectués sur les corps de Mokhtaria et Marie-Hélène. Il y a aussi des objets saisis à proximité de leurs cadavres. En 1998, lors des premières expertises, aucun ADN, aucune empreinte n'ont pu être retrouvés. Mais depuis, la science a fait des progrès faramineux. Avant, il fallait 1000 cellules pour pouvoir extraire un ADN. Aujourd'hui, il en faut 100 fois moins. Le professeur Philippe de Mazancourt est généticien et expert près la cour d'appel de Versailles. Il nous explique les progrès de la science en matière de génétique.
5 à 10 cellules suffisent aujourd'hui pour établir une empreinte génétique. Pour donner un ordre de grandeur, la quantité de matériel biologique qui était nécessaire dans les années 1997 pour réaliser une empreinte génétique, c'est une gouttelette de la taille d'une bille de stylo à bille, par exemple. Et donc, les techniques ont maintenant évolué pour nous permettre de travailler sur des tâches à peine visibles. Et rapidement, l'invisible parle. Dans les scellés de Mokhtaria, un des prélèvements qui n'avait rien donné en 1998 livre un ADN. Nous avons eu de la chance parce qu'effectivement, sur un des scellés, c'est-à-dire il s'agissait d'un prélèvement buccal de Mokhtaria Chaib, sur un coton-tige, nous retrouvons du sperme. Ce scellé-là a été détérioré. Il est assez ancien, il a été détérioré. Donc nous avons une ADN partielle. Un ADN partiel, c'est-à-dire seulement une partie du code génétique. La caractérisation des empreintes génétiques sur un ADN ancien, fragmenté ou parcellaire va nous donner des indications qui sont l'équivalent d'un fragment d'un ticket de loto ou d'un fragment d'une étiquette code-barre avec des chiffres manquants, mais qui permet malgré tout d'exclure un candidat ou au contraire de continuer à considérer que sa participation est possible compte tenu du fait que les quelques chiffres dont on dispose sont communs entre une trace biologique et la personne considérée. Cette partie d'ADN pour l'instant, elle ne permet pas d'être formelle sur des hypothèses, mais elle permettrait a priori d'écarter Delpech, Marc Delpech pour Mokhtaria. Déjà. L'espoir naît aussi de certains scellés qui n'ont jusqu'à présent pas été analysés. Dans les affaires de Marie-Hélène Gonzalez, autre scellé important, il y avait un caleçon d'homme. Sur ce caleçon d'homme, des traces de sang. Le sang est analysé. L'expertise démontre que c'est le sang de Marie-Hélène Gonzalez. Mais à l'époque, aucune autre recherche n'est faite sur ce short. Pourtant, ce caleçon masculin, il doit forcément comporter des traces de son propriétaire. Ce caleçon, comme d'autres scellés, sont à l'heure actuelle en cours d'analyse, dans l'espoir d'isoler de nouveaux ADN ou de compléter l'ADN masculin partiel, retrouvé dans la bouche de Mokhtaria. Après 13 ans d'enquête, tout le monde espère que la science finira par apporter la solution. Les techniques évoluant, on saura. Donc on saura qui est l'auteur, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, qu'il s'appellerait Esteban, qu'il soit Delpech, qu'il soit Palomino ou qu'il soit un autre. Jean-Marc, la question centrale dans ces dossiers de Perpignan, c'est de savoir si on a affaire à un tueur en série ou à une série de tueurs. Pour moi, il y a au moins 2 tueurs. Un de ces tueurs, c'est Marc Delpech, l'assassin de Fatima. L'ADN retrouvé dans la bouche de Mokhtaria n'est pas celui de Delpech. Je le considère comme mis hors de cause pour ce crime. Et donc aussi pour celui de Marie-Hélène, parce que je suis persuadé que les 2 jeunes femmes ont été tuées par le même homme. Je résume, Delpech est l'assassin de Fatima, Mokhtaria et Marie-Hélène ont été tués par un second homme encore non identifié. Et pour Tatiana, qu'est-ce que vous en pensez? Pour Tatiana, ça reste plus flou. Des éléments certes un peu fragiles relient Delpech à la jeune femme, mais à ce jour, il n'est pas mis en cause, dont acte. Moi, je crois que Tatiana est la première victime du tueur en série qui s'en est pris à Mokhtaria et Marie-Hélène. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce n'est qu'une intuition. Rien ne me permet d'en être certain. Mais je suis d'accord avec les experts. On ne commence pas sa carrière criminelle avec un meurtre du niveau de celui de Mokhtaria. Il s'est fait la main avant, peut-être sur Tatiana. Pour vous, la série s'arrête après la mort de Marie-Hélène en juin 1998. Pourquoi plus rien depuis? Le tueur est mort, il est en prison, il est parti vivre loin, il est malade, ou bien, autre possibilité, il est toujours là, en liberté. Il s'est juste arrêté de tuer momentanément. Dans ces affaires, nous avons évoqué plusieurs suspects. Est-ce que le tueur en série est parmi eux? Commençons avec Palomino Barrios, le médecin péruvien. Il était en prison lors du crime de Marie-Hélène et du coup, celle d'innocente à mes yeux. Et que pensez-vous du suspect Esteban Reg, le découpeur de Lyon? Lui, il est mort. Ça pourrait expliquer pourquoi la série a pris fin subitement. Mais j'y crois pas beaucoup. Pour moi, Reg fait de la découpe utilitaire pour se débarrasser du cadavre de son colocataire, alors qu'à Perpignan, le découpeur réalise un fantasme. Pour en avoir le cœur net, il faudrait comparer son ADN avec celui qui a été retrouvé dans la bouche de Mokhtaria. Si ces analyses disculpaient Esteban Reg, on n'aurait alors plus aucun suspect. Comment cette enquête peut-elle encore rebondir? Grâce à des témoignages.
Un tueur en série, ça chasse des proies qui parfois lui échappent. Je suis certain qu'il y a à Perpignan des femmes qui l'ont croisé, qui ont été importunées et qui ne sont pas tombées dans son piège. Vous pensez que des femmes passant dans le quartier de la Gare ou sur l'axe de la rue Courteline à la fin des années 90 peuvent encore fournir des informations utiles à l'enquête? Oui, parce que même des années plus tard, une femme se souvient des moments où elle s'est sentie en danger, où elle a eu vraiment peur. Elle a pu fixer dans sa mémoire des détails très importants, comme un trait de visage, un tatouage, un piercing, une tenue vestimentaire, un type de véhicule, un accent. Il faut qu'elle parle. De leur côté, les proches des victimes n'ont jamais cessé de croire que l'assassin de leur fille, ami ou sœur, serait un jour traduit devant la justice. Ils fondent tous leurs espoirs dans le travail des enquêteurs qui n'ont jamais baissé les bras. À Perpignan, les assassinats de Mokhtaria Chaïb et Marie-Hélène Gonzalez et la disparition de Tatiana Andujar hantent toujours la ville. Jour après jour, leurs proches, dont la vie a basculé avec le drame, ressassent les mêmes questions. Nos filles ne sont plus là, mais on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a pas de coupable, on n'a pas de procès. Justice n'a pas été rendue. Si un jour on arrive à voir qui est cette personne, donc à trouver un coupable, ce que je voudrais lui poser comme question, c'est savoir, enfin je suis très curieuse, c'est toujours comment ça s'est passé. J'espère qu'elle n'a pas souffert, voilà. Enfin, je voudrais pas qu'elle ait souffert, voilà, qu'elle soit partie, mais sans s'en rendre compte. Pour la famille de Tatiana, qui vit sans savoir ce qu'il est arrivé à la jeune fille, l'attente est particulièrement cruelle. J'en suis arrivée à un stade où je me dis oui, si Tatiana n'est plus là aujourd'hui, alors oui, je veux le savoir, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de vivre différemment cette disparition, j'ai besoin d'avoir un coupable, j'ai besoin d'avoir des réponses et de savoir ce qui s'est passé et de ne plus espérer en tout cas la voir un jour vivante. Ce que je peux dire, c'est que elle me manque comme au premier jour, que je rêve encore d'elle, que j'entends sa voix dans la maison, que je sens son parfum et que la douleur est aussi intense qu'au premier jour. Ce soir, nous avons choisi de ne rien vous cacher de la réalité de ces crimes pour vous permettre d'en prendre la pleine mesure. Nous avons fait ensemble un voyage au cœur d'une violence crue et insoutenable, dans l'espoir qu'un témoin se manifeste, qu'une mémoire se réveille. Il faut absolument trouver le fil qui nous mènera au coupable, car il est intolérable que l'auteur de ces actes barbares soit en liberté et puisse ajouter un nom à la déjà trop longue liste de ses victimes. Bonsoir.